Bonjour, bienvenue à cette heure de l'UMGCCP, l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Une heure avec un peu de rab, où nous allons parler de la rénovation du parc tertiaire. Alors je dis un peu de rab parce que vous pouvez poser vos questions en direct sur la plateforme et puis nous tâcherons d'y répondre à la fin de nos échanges. Une heure où nous allons donc parler de cette rénovation du parc tertiaire et de cette sobriété énergétique au sein du parc tertiaire. Il y en aura des questions, évidemment, entre la réglementation, l'obligation de rénover et de moins consommer, mais également les moyens techniques et les moyens financiers qui sont mis en place. Comment passer le cap du côté propriétaire, du côté occupant et aussi du côté installateur. On en parle tout de suite avec Cédric Beaumont, directeur technique du Caustic. Merci d'être avec nous. Franck Annamayer, vous êtes directeur de Sonergia, expert en C2E. Magali Saint-Donat, présidente de la commission RSE au sein de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers. Et Pascal Housset, président de l'UMGCCP. Merci beaucoup, Pascal. Alors, ma première question sera forcément adressée à vous, puisque cette heure de l'UMGCCP, c'est une grande première pour l'Union. C'est une émission que vous avez choisi de faire sur un sujet qui alimente énormément de conversations au sein de l'Union, le décret tertiaire, la rénovation du parc tertiaire. Pourquoi est-ce qu'il faut rénover ce parc tertiaire, Pascal ? Oui, bonjour Anne-Sophie. Alors, tout d'abord, bienvenue à nos auditeurs pour cette première de l'UMGCP. Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette matinale. Et puis, effectivement, des enjeux très importants sur un parc qui est conséquent. On va le voir au travers de nos échanges ce matin. Des enjeux aussi pour nos professionnels. Rappelons, l'UMCP, c'est 15 000 entreprises sur l'ensemble du territoire national, plus de 160 000 salariés. Donc on a des vrais enjeux en termes de travaux à engager, aussi de conseils, on va le voir, pour la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires, la maintenance qui est importante à rappeler également. Voilà, donc on a des vrais sujets autour de ce décret qui finalement permet aussi de rappeler des gestes simples mais nécessaires pour apporter des économies d'énergie sur ces bâtiments. Magali Saint-Donat, rénovation du parc tertiaire, sobriété énergétique, ce sont des mots qui vous parlent au sein de l'ADI ? Ah, tout à fait. Nos adhérents, qui sont donc principalement les utilisateurs des immeubles tertiaires, souvent aussi propriétaires occupants, sont bien sûr très mobilisés sur ces enjeux qui sont déjà dans l'air du temps, étant donné les problèmes énergétiques et les problèmes climatiques. Donc oui, c'est très important. Et une nuance sur le décret tertiaire, c'était un décret qui s'appelait décret de travaux et il est devenu au fil du temps un décret sobriété performance énergétique. Donc tous les leviers sont mobilisables et à mobiliser pour arriver aux objectifs qui sont très ambitieux. Alors avant de décrire un petit peu ce décret tertiaire, un petit mot, Franck Annamayer, les moyens financiers, forcément, ils doivent être conséquents pour accompagner ces assujettis et ces installateurs dans ce grand chantier de la rénovation du parc tertiaire. Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup Pascal pour l'invitation. Je suis honoré de représenter Sonergia. Et en effet, comme vous l'avez dit Anne-Sophie, on finance des travaux d'économie d'énergie à travers les certificats d'économie d'énergie. Un des secteurs qu'on finance, c'est le tertiaire. Et je crois d'ailleurs que, je ne crois pas me tromper, les certificats d'économie d'énergie, c'est le seul moyen de financer les travaux dans le secteur du tertiaire. Donc c'est particulièrement important. Malheureusement, j'ai envie de dire, le tertiaire, c'est un peu le parent pauvre. Une statistique toute simple, la consommation dans le tertiaire, c'est à peu près 17% de la consommation nationale. Et dans les certificats d'économie d'énergie, malheureusement, on finance dans le tertiaire uniquement 7,7%. Donc le tertiaire, c'est un peu le parent pauvre du financement via les travaux avec les certificats d'économie d'énergie. Alors on aura l'occasion au cours de cette heure de débat de revenir un petit peu plus sur la partie financière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, posons les bases. Cédric Beaumont, c'est quoi ce décret tertiaire qui était décret travaux et qui maintenant s'appelle d'ailleurs dispositif éco-énergie tertiaire ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, on va beaucoup revenir ce matin dans la discussion sur ces sujets-là, mais simplement pour poser le cadre simplement, c'est assez simple de retenir les grandes orientations de ces textes. Concernant les bâtiments concernés, évidemment, un critère concernant l'activité, les bâtiments qui abritent des activités tertiaires, évidemment, avec ce seuil de 1000 m² sur un ou plusieurs bâtiments. Et à partir du moment où le bâtiment est concerné,
tous les locataires, toutes les entreprises présentes dans ce bâtiment sont concernées. Un point important, c'est qu'on parle des bâtiments, quelle que soit leur année de construction. Effectivement, ce n'est pas simplement la rénovation des bâtiments existants, c'est bien la bonne gestion de l'ensemble des bâtiments. Donc, les bâtiments qui sont concernés et donc les entreprises qui sont assujetties vont être soumises à 2 obligations. Le décret tertiaire, il se résume à 2 obligations. Il y a une première obligation qui est une obligation de déclaration. Les pouvoirs publics ont développé une plateforme qui s'appelle Opéra, qui va être le lieu de la déclaration des consommations énergétiques des entreprises. Alors, il y a eu une première phase où il a fallu choisir une année de référence et des consommations de référence, choisies entre 2010 et 2019. Et puis, donc, chaque année, on va venir déclarer la consommation constatée d'énergie des entités. Et on va suivre comme ça, au fil du temps, les consommations. Donc, première obligation, une obligation de déclaration. Et puis la deuxième obligation, c'est celle dont on va beaucoup parler ce matin, une obligation de performance énergétique. Cette performance énergétique pouvant s'exprimer en valeur relative, c'est-à-dire on va faire un certain pourcentage d'économie. Il y a des objectifs planifiés aux horizons 2030, 2040, 2050, avec ce premier palier de 2030 qui est à moins 40%. Et puis pour les Qui bâtiments... est assez ambitieux déjà, moins 40%. Eh bien, ça va être l'objet de la discussion ce matin, justement. Et puis pour les bâtiments qui sont déjà assez performants, plutôt une logique qu'on appelle valeur absolue, c'est-à-dire un seuil. Si vous êtes en dessous du seuil, vous êtes réputé respecter vos obligations de performance énergétique. Donc voilà, 2 approches possibles. Et puis on va revenir là dans le débat sur les spécificités de ce texte, mais voilà, retenir que dans les grandes lignes, 2 obligations, une obligation de déclaration, une obligation de performance énergétique à terme. Alors, qui doit déclarer? Est-ce que ce sont les propriétaires, les occupants tels que les adhérents de l'ADI ou ça va être un exploitant de Alors, quelconque? on peut imaginer différentes organisations dans le jeu d'acteurs, mais la logique générale, c'est plutôt que c'est l'occupant, l'entité occupante qui déclare ses consommations. Je fais souvent l'analogie avec les impôts. Les entreprises déclarent leurs revenus, et bien demain, elles déclareront aussi leur consommation énergétique. Et pourquoi c'est plutôt l'occupant, puisque là aussi on va y revenir, on est dans une logique de déclaration de la consommation réelle, donc on est dans une logique de texte qui embarque beaucoup les aspects d'usage réel, et donc ça a du sens qu'au final ça soit l'occupant, le locataire ou le propriétaire occupant qui déclare ses consommations. Et bien sûr, évidemment, l'information de consommation, souvent elle vient du propriétaire. Mais voilà, c'est pas juste quelque chose qu'on peut faire de manière complètement décalée par rapport à ce qu'est la vraie utilisation des bâtiments. J'ai l'impression quand même que ce décret tertiaire, c'est une grosse machine. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Je crois savoir que tous les textes ne sont d'ailleurs pas encore parus, puisque les bâtiments tertiaires, ça représente un sacré nombre de différences au sein des bâtiments. Comment ça se fait que ce soit aussi compliqué à mettre en place? Alors, bon, déjà, on est sur une approche très nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et puis, on parle d'un parc concerné très important en termes de surface. Et puis, donc, on est parti sur un processus de long terme. Donc, voilà, c'est effectivement une grosse machine à mettre en place, aussi bien côté des pouvoirs publics, mais aussi du côté de l'ensemble de la filière. Magali Saint-Donat, les 40% en 2030, vous pensez que c'est jouable? Pour un certain nombre de bâtiments, ça risque d'être un peu difficile et encore plus d'atteindre la valeur absolue. Pour les immeubles récents, je suis relativement optimiste. Je voudrais revenir sur un point important, c'est le premier texte qui concerne un aussi grand nombre de bâtiments existants. C'est le premier texte qui, comme ça, va impacter 70% du parc tertiaire. Oui, c'est conséquent. Énorme. Et ça veut dire que ça embarque des très gros acteurs, des gens qui sont mono-occupants d'un très gros immeuble, par exemple à La Défense, comme un professionnel qui va occuper une boutique dans une galerie commerciale. Et ça, c'est un énorme changement par rapport à ce qui soit dans les textes jusqu'à présent. Parce que là, du coup, on va toucher des gens qui ne sont pas des spécialistes du sujet. Voilà. Et donc, comme c'est les locataires qui vont être obligés enfin les occupants
qui peuvent être des locataires vont être obligés de déclarer, c'est compliqué. Oui, comment on arrive à les motiver pour... Alors, avec une petite nuance de taille, toute l'énergie des parties communes, donc qui est sous responsabilité exclusive du propriétaire en cas de multi-occupation, un temps, il était prévu que le propriétaire puisse déclarer ses consommations de ses parties communes. En fait, il ne peut le faire que pour les centres commerciaux. D'accord. Tous les autres immeubles tertiaires, les propriétaires doivent donner à leurs locataires leur pourcentage de consommation des parties communes. D'accord. Voilà. Donc c'est encore... Ça complexifie les choses. Et pour totalement répondre à votre question, le secteur tertiaire, on a l'impression que c'est un truc uniforme, c'est totalement très, très, très hétéroclite. Mais c'est sûr, entre les gymnases, les écoles... Les gymnases, les écoles, les hôtels, les restaurants, les bureaux, les piscines, les salles de spectacle, les studios télé, c'est les petites boutiques. Donc j'insiste, les petites boutiques qui vont être dans un centre commercial, elles sont assujetties, même si elles font moins de 1000 m². Donc ça génère une variété d'acteurs, une complexité de différentes situations qui est déjà une complexité en soi. Après, comme l'objectif, il est pour partie en valeur absolue, ça c'est simple. Valeur absolue, on a compris, c'est plus pour des bâtiments récents, c'est ça ? Alors, non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Ok. Donc, valeur absolue, on se dit, bon, bah voilà, on choisit notre année de référence, au plus tôt en 2010. Il faut faire moins 40% en 2030. Non, pas, il n'y a plus de au plus tard. Ah, il n'y a plus de au plus tard. Non, parce qu'il faut embarquer tous les immeubles qui vont se construire. Bien sûr. Jusqu'en 2029. Donc, non, il n'y a plus d'année au plus tard. Donc il faut embarquer ça. Et alors, donc, le pourcentage, on maîtrise à peu près. La valeur absolue, le législateur a voulu être le plus juste possible, ce qui est louable en soi, mais qui a généré une complexité terrible. C'est-à-dire qu'il faut calculer votre valeur objective. Pour calculer votre valeur objective, vous avez des calculs assez effroyables, des valeurs de référence, on découpe la part chauffage, on va dire, ou chauffage et clim, et puis la partie usage, tout ça en fonction des zones climatiques, etc. Ce qui fait un arrêté aujourd'hui encore incomplet de 307 pages. Ouais, c'est lourd. Comment on fait pour pas effrayer du coup les assujettis qui doivent passer par la case chantier, Pascal Housset, et quand on est du côté installateur, quand on est sur le terrain ? Oui, alors de toute façon, ça va y aller crescendo, j'ai envie de dire. Nous, la première brique, avant toute chose, on l'a indiqué tout à l'heure, c'est déjà de travailler sur la partie sobriété. Avant la partie travaux, il y a déjà un gros boulot à faire, c'est déjà de pouvoir rencontrer ces exploitants de sites, utilisation de sites, et de pouvoir leur donner des embarquer avec nous dans des préconisations d'usage de leur installation, de faire déjà un premier repérage de ce qui pourrait être bien évidemment à remplacer, et ensuite de travailler avec les bureaux d'études, avec les sachants à ce niveau-là, pour pouvoir élaborer effectivement un plan. Une fois que l'ensemble du décret sera parfaitement, les contours seront parfaitement dessinés, et on pourra à ce moment-là effectivement mettre des objectifs financés, de voir de comment on peut étalonner ça dans le temps, même si le temps est court effectivement. Mais déjà commencer par cette partie sobriété sur laquelle déjà bon nombre de nos adhérents à l'UMJCP sont allés voir leurs clients ou prospects pour pouvoir déjà les conseiller à ce niveau-là. Donc nous, il y a un travail aussi en amont d'information et de formation de nos adhérents. C'est ce que j'allais vous dire, comment vous faites pour les accompagner, ces installateurs ? On le fait notamment avec le caustique qui est avec nous ce matin. Donc on travaille bien évidemment sur ces sujets pour pouvoir leur amener des outils, les guider de manière à pouvoir accompagner effectivement leurs clients et tout effectivement le parc, ça a été dit, est très important. Donc ça veut dire qu'il y a une manne de travail aussi pour pouvoir répondre à cette demande. Et alors j'anticipe la question, et souvent on nous dit mais est-ce que vous allez avoir la capacité en termes d'effectifs pour le faire ? J'ai envie de dire oui, nous aujourd'hui on est demandeurs effectivement de pouvoir travailler sur ce sujet qui est très important et engageant. Et donc on va continuer à recruter, on va continuer à former pour arriver aux objectifs et de manière à décarboner ces bâtiments également existants en parc. Mais est-ce que ça s'adresse
à tous les installateurs? Est-ce que cette ampleur de chantier n'est pas réservée aux fameux majors, à ces grosses entreprises plus structurées que d'autres? Alors justement, c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est vraiment ouvert à toutes les entreprises. Et nous, c'est le message qu'on fait passer. On a parlé tout à l'heure de petits commerces également. Donc on a aujourd'hui tout un panel de typologies de bâtiments où peuvent agir aussi en région, parce qu'on va avoir aussi par la suite les bâtiments communaux, etc., qui seront aussi à rénover. Mais on a aussi sur des petites communes, on a des bâtiments à rénover, à retravailler sur ces sujets, et c'est à la portée de nos artisans en région. Donc ce n'est pas réservé qu'à des grandes structures. Bien au contraire, je pense qu'on aura besoin de tout le monde de toute manière. Donc on aura des marchés où on va avoir des artisans qui en local sont capables d'apporter des solutions, et puis d'autres projets ou d'autres structures plus importantes. Donc on aura un panel d'entreprises qui pourra répondre selon les typologies de rénovation à faire ou de maintenance à faire. Cédric Beaumont, pourquoi les chauffagistes iraient vers ce chantier de la rénovation du tertiaire, vers cette application du décret tertiaire? Quel est leur intérêt? J'ai envie de dire qu'un certain nombre d'entre eux y sont déjà. C'est-à-dire que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un texte uniquement de travaux. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui aujourd'hui font de la maintenance, de l'exploitation, de fait, agissent déjà vis-à-vis des objectifs du décret tertiaire. Simplement, il faut qu'elles positionnent leur action par rapport à ce nouveau cadre et qu'elles le portent en conséquence. Mais je dirais qu'elles y sont déjà. Et comme on l'a dit, dans la mesure où on sera sur une obligation de résultats, justement, il est important qu'au-delà des choix techniques que pourra faire le propriétaire, au quotidien, les installations soient correctement conduites. Et ça, c'est le métier d'un certain nombre d'entreprises. Donc, encore une fois, elles y sont déjà. Un suivi d'installation, une maintenance. Exactement. Exactement. C'est peut-être remettre sur le devant de la scène, justement, ces actions d'exploitation-maintenance qui étaient un petit peu oubliées. Et pourquoi elles l'étaient? Parce que c'était des coûts. Ouais. Et donc, on avait tendance à vouloir faire des économies sur ces coûts-là. Mais c'est un mauvais calcul, non seulement énergétique, mais aussi pour la durabilité des bâtiments et des installations. Donc, comme on rentre dans un nouveau paradigme où il faut utiliser au mieux les ressources, que ce soit l'énergie ou le reste, faisons de la maintenance et de l'exploitation correcte. Alors, le décret tertiaire est donc déjà entré en vigueur. Est-ce qu'on a vu une mobilisation de la part de ces directeurs immobiliers, de ces assujettis? Oui, grâce au plan de sobriété du gouvernement. Non, c'est surtout grâce aux événements qui ont marqué l'année énergétique 2022 et encore 2023, raréfaction de certaines ressources, augmentation des prix, tout ça a beaucoup aidé. Plus des campagnes grand public qui ont vraiment mis l'accent sur le fait qu'il fallait faire de la sobriété. C'est le pain béni pour s'engager dans la démarche éco-énergie tertiaire. Oui, mais alors, est-ce que l'année prochaine ou dans 2 ans, le climat peut être différent au niveau énergétique? Est-ce que vous pensez que la mobilisation restera prenante? Je vous vois hocher de la tête, Pascal. Ça va être une des difficultés. Alors, personne n'est devin, et personne n'aurait prévu vraiment la crise énergétique de l'an dernier, donc on ne sait pas ce que l'avenir nous promet. Ce qui est clair, c'est que les horizons s'éclaircissent un peu à court terme, mais pas totalement non plus. Donc la pression sur les ressources énergétiques et les ressources tout court, elles vont demeurer. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à enclencher tout le monde, mais que ce soit les occupants, les exploitants, les mainteneurs, les fabricants, les gens qui font des travaux, tout le monde dans cette démarche sobre. Et on arrivera, je pense, à notre objectif. Alors, Pascal, avec plus ou moins de difficultés, mais on devrait y arriver. Oui, rapidement, je voulais rebondir sur le lapsus révélateur de Cédric tout à l'heure en parlant d'obligation de moyens plutôt que de résultats. Et qui, effectivement, en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, je pense qu'à la base, on n'embarquait pas suffisamment le maître d'ouvrage ou l'utilisateur du bâtiment pour pouvoir lui expliquer et faire une pédagogie aussi sur quoi on veut aller. Alors nous, on a une proposition à l'UMGCCP sur lequel d'ailleurs on a fait des travaux, d'ailleurs le COSIC avait participé à l'époque, en 2006,
nous avions déjà écrit un recueil sur ce qu'on appelle le commissioning des bâtiments. Et finalement, on ne va pas réinventer l'eau chaude, et c'est un peu mes journalistes qui parlent. On va débroussailler, on va remettre au goût du jour ce format de commissioning. Et ça répond tout à fait aux critères que vous indiquiez tout à l'heure. C'est-à-dire on embarque l'utilisateur, on donne des perspectives sur effectivement la maintenance, le problème de maintenance qui est à remplacer, les travaux, un travail aussi en relation avec les bureaux d'études. L'aspect financier, dont on va pouvoir développer avec Sonergia, les C2E, parce que effectivement aujourd'hui on a une brique, et ça a été dit tout à l'heure par Franck, c'est que aujourd'hui les C2E ne sont pas assez utilisés en tertiaire. Ils ne sont pas assez utilisés parce que finalement, souvent les entreprises n'y pensent pas, tout simplement. Nous, on a fait un sondage au sein de l'Union pour les sociétés qui travaillent sur ce marché-là. Et finalement, ils disent, bah, oui, on n'y pense pas, on répond des appels d'offres, etc. Mais on ne pense pas au sujet C2E. Donc là, on a un plan d'action qui a été lancé dès l'année dernière, justement en partie avec Sonergia, pour pouvoir accompagner là aussi nos entreprises qui travaillent sur ces marchés-là. Et puis là, le décret tertiaire amène encore plus de sens à l'urgence d'amener cette brique pour accompagner financièrement les projets de rénovation. Donc il faut un temps aussi d'adaptation et de maîtrise de ces sujets. Donc je vais laisser Franck qui pourra mieux en parler. Oui, Franck Hanamayer, parlons du nerf de la guerre. Juste avant, si vous me permettez, je vais rebondir sur la question que vous avez posée à Cédric, et je voudrais compléter la réponse de Cédric. Pourquoi les professionnels iraient ? Enfin, il y a quand même des chiffres qui sont assez marquants. Je crois que le tertiaire en France, c'est 1 milliard de mètres carrés. Il y a 28% qui appartiennent aux collectivités territoriales, et je crois qu'il y a à peu près 300 000 bâtiments qui sont concernés par le décret tertiaire. Donc je crois que pour les professionnels de la rénovation énergétique que représente Pascal, c'est un marché, il y a du boulot qui est énorme. Ouais. Et après, au-delà du décret tertiaire, je n'aurais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un décret BAX aussi qui va entrer en vigueur, et où on part de très loin. Je crois qu'il y a 6% des bâtiments tertiaires qui sont équipés de systèmes de pilotage, et à partir de 2025 et jusqu'en 2027, je crois qu'il va falloir équiper la majorité des bâtiments au-dessus d'une certaine puissance. Donc décret tertiaire avec une obligation plus le décret BAX, je pense en effet que pour les professionnels de la rénovation énergétique, il y a beaucoup de travail à faire sur le tertiaire. Oui, décret BAX, rapidement pour les internautes qui ne nous regardent pas, est-ce que vous pouvez l'écrire, ou peut-être Cédric et Pascal seront mieux placés, je pense. Alors, quelque part, c'est ces deux textes disjoints, mais qui sont quand même très proches, dans la mesure où tous les deux concernent le tertiaire. Je disais que sur le décret tertiaire, on était sur une obligation de résultat vis-à-vis des consommations énergétiques. Sur le décret BAX, on est plutôt sur une obligation de moyens qui, en fait, prend la forme d'une obligation d'installer des systèmes de régulation et de pilotage avec un certain nombre de fonctionnalités. Et du coup, cet outil sera très utile pour atteindre les obligations de résultats imposées par le décret BAX, donc par le décret tertiaire. Donc c'est vrai qu'il y a... et puis en plus, on disait effectivement qu'il y a un premier axe à regarder de très près sur les bâtiments tels qu'ils existent aujourd'hui, qui est celui du pilotage. Donc tout ça a beaucoup de sens et beaucoup de cohérence. Revenons donc sur l'aspect financier. Franck Hanamayer, ça coûte combien de rénover le parc tertiaire, et surtout, quelles sont les aides qui sont mises en place ? On a compris, apparemment, il n'y a que les C2E, c'est ça pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce chantier ? Alors ça coûte combien ? C'est difficile à dire. Je pense que Pascal sera peut-être mieux placé que moi pour répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, de ce que j'ai recherché, les C2E, je vous confirme, a priori, c'est la seule aide qui est disponible pour les gestionnaires de bâtiments, pour les travaux que vont faire les professionnels de la rénovation énergétique. C'est une aide qui est beaucoup sollicitée ? Malheureusement, pas assez. Je comparais le chiffre de 17% de la consommation nationale sur le tertiaire et de 7,7% uniquement du financement C2E qui va sur le tertiaire par rapport aux autres. Donc pour moi, c'est un peu un des parents pauvres du financement de la rénovation énergétique, et du coup, c'est un très bon sujet pour le lancement des journées UMGCCP. Félicitations pour le choix de ce sujet. Pour répondre un petit peu sur le financement, déjà d'où on part sur les certificats d'économie d'énergie. Dans les 7,7%, déjà, il y a deux fiches qui font, je pense, les 2 tiers.
le calorifugage des tuyaux qui servent à faire circuler l'eau de chauffage, c'est 4% du financement de l'ensemble des C2E en tertiaire. Donc déjà, avec ça, vous avez rempli un grand pourcentage. Qui va être aussi obligatoire. Donc, il devrait sortir des C2E une fois que ce sera obligatoire. Effectivement, il y a un texte qui est en réflexion. Oui. Tout à fait. Qui est très avancé. Ouais. Et après, aujourd'hui, la deuxième fiche la plus représentée en tertiaire, je parle en tertiaire uniquement, c'est l'isolation du sol et c'est 1,4%. Donc quand vous additionnez le 4, le 1,4, ça se fait 5,4 et pour aller au 7,7, il n'y a quasiment plus aucun travaux qui est financé dans le tertiaire. Après, pour entrer... alors qu'il y a quand même 2-3 autres endroits où on pourrait... Alors qu'il y a 60 types de travaux qu'on peut financer en tertiaire. Nous, on marche avec des... Pascal connaît ça par cœur, mais on travaille avec des fiches d'opération standardisées, donc qui sont publiées très, très régulièrement, à peu près tous les 6 mois. Et il y a 60 types de travaux qu'on peut financer dans le tertiaire. Donc c'est vrai que c'est une énorme déception quand on a 2 types de travaux qui représentent... Vous pouvez en citer quelques-uns ? Oh ben c'est tous pas les travaux, 60 non plus, parce que bon... Pas les 60, et je les connais pas, j'y arriverai pas, donc merci. Mais quelques-uns, c'est tous les travaux sur le passif, tous les travaux d'isolation. Donc j'ai parlé de l'isolation du sol, mais quand on change de fenêtre, quand on isole les murs par l'intérieur ou par l'extérieur, l'isolation de la toiture. Et après, il y a tous les changements des systèmes de chauffage, donc quand on installe une pompe à chaleur, quand on installe une chaudière biomasse, etc. Je vais quand même parler du gaz, parce que je crois que tu as un petit combat sur le gaz. Et surtout, pour te faire plaisir, je vais aussi citer tout ce qui est ventilation. C'est très important, c'est pas que pour te faire plaisir, c'est très important. Tous les systèmes de ventilation sont financés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et ça pourrait d'ailleurs de plus en plus intéresser nos assujettis avec... le passé Covid qui est derrière nous, la ventilation, c'est un axe de plus en plus présent dans vos débats. C'est un sujet important, sachant que le Covid a plutôt fait croître les consommations, puisqu'on était obligé de ventiler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça nous a fait des pics de consommation assez violents de 2020 à 2022, parce que ça s'est arrêté à l'été 2022. Enfin, ça a été discret, mais l'obligation a fini par disparaître. Il n'y a jamais eu de texte qui disait on arrête. Mais bon, voilà. Comme il fallait faire de la sobriété, on arrête. C'est ça. Et ça, c'était des consommations extraordinairement fortes. Après, c'est vrai que sur la ventilation, il y a plein de pistes pour... hors gros immeubles, où en général, c'est bien géré avec la récupération d'énergie, etc. Il y a beaucoup de sites où c'est là. Oui, c'est dommage. Il y a tout le pilotage. Le pilotage, il y a des fiches C2E aussi. Alors, bien sûr. Effectivement, avec le décret Bax, les C2E risquent de disparaître, puisque dès que le principe du C2E, c'est que dès que ça devient une obligation, il n'y a plus de financement, puisque c'est censé financer des actions volontaristes allant au-delà de la réglementation. Voilà. Donc, une fois que le décret est... comment on va faire pour trouver l'argent ? Comment on va faire pour motiver les gens à y aller ? C'est une obligation après. C'est une obligation. Oui, mais les fonds ne sont peut-être pas là. Malheureusement, le financement reste compliqué à trouver. Il y a aussi le contrat de performance énergétique, qui peut intéresser les adhérents de l'UMG-CCP. Le fameux CPE. Le fameux CPE qui, lui, peut permettre des choses intéressantes, surtout avec le renchérissement du prix de l'énergie, puisque les temps de retour vont être améliorés. Le CPE, c'est quelque chose que vous gérez au sein de Sonergia ? Il y a une fiche standard qui est réservée au CPE en tertiaire. Donc en effet, on peut financer la signature d'un CPE. Donc la signature d'un CPE, un CPE c'est quoi ? C'est un contrat de performance énergétique, donc c'est un professionnel qui va non seulement faire les travaux, mais qui va aussi s'engager sur la performance de ces travaux. Et du coup, on peut financer en fonction de plusieurs critères, la durée de vie du CPE, la zone géographique, un coefficient, un facteur correctif, etc., etc. Mais tout à fait, j'abonde, le CPE est une excellente solution. Je crois dans le domaine public, il y a à peu près, alors je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près une quarantaine de CPE, je parle du domaine public, qui sont signés dans l'année. C'est assez stable et après, je ne sais pas dans le privé, mais une quarantaine de CPE dans le je ne me rends pas compte. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est pas beaucoup par rapport ça a été en augmentation et là, je crois que c'est redevenu stable depuis 2-3 ans, c'est peut-être un peu plus. Le CPE, ça vous parle au sein de l'UMG-CCP ? Oui, alors c'est un vrai sujet. Alors c'est un sujet aussi qu'on a sur la table depuis quelques années. Par contre, là, quand vous posiez les questions, si effectivement ces travaux
pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires était accessible effectivement aux petites entreprises. Donc la réponse est oui. Par contre, le CPE l'est beaucoup moins. C'est ça. Parce que ça engage plutôt des structures qui sont souvent liées à de la vente d'énergie, etc., en aval. Par contre, en amont, c'est pour ça que je reviens sur le principe tout à l'heure d'avoir un accompagnement tout au long des travaux, de façon à faire un genre de contrat de passation. Souvent, c'est là où le bât blesse, c'est entre le moment où les travaux de rénovation qui se font de ces bâtiments, la mise en main et souvent un contrat d'exploitation qui peut être pris par un tiers finalement. Donc, de façon à avoir quelque chose de très lissé avec un historique et puis un contrat confiance quelque part, il est important justement que ce contrat de commissioning permette d'aller jusqu'au CPE. Et d'ailleurs, on travaille avec d'autres organismes comme la FEDEN, le SINASAV, etc., sur ce sujet-là, ensemble, de façon à pouvoir faire une proposition aussi vis-à-vis du législateur qui permettent d'aller sur la performance, mais que ce ne soit pas forcément l'entreprise qui a fait les travaux qui porte après ce contrat de performance énergétique. Donc alors, on a des entreprises chez nous qui le font aussi, on a des structures qui font du CPE, déjà ils le font notamment pour des copropriétés, des chaufferies de copro, des choses comme ça, on a déjà des structures, mais là par contre effectivement c'est des entreprises un peu plus structurées qui peuvent mettre ça en œuvre. Mais vu les enjeux, je pense qu'il faut avoir plusieurs possibilités, plusieurs schémas pour arriver finalement à cette performance. Je voudrais revenir sur l'aspect financier. Comment le gouvernement pourrait encore plus soutenir la rénovation du parc tertiaire? Franck Hanamayer, vous avez une idée? Vous y avez déjà réfléchi chez Sonergia? Alors, j'avoue que j'y ai pas réfléchi. Le gouvernement aujourd'hui, je pense, il y a une politique de rénovation dans le résidentiel où il y a tout un tas d'aides. On a les C2E à la fois classiques et précarité pour les ménages les plus modestes. Pour les ménages aussi modestes, on a, essentiellement pour les ménages modestes, on a ma prime rénov, et après il y a tout un tas d'aides locales, que ce soit par les mairies, par des communautés de communes, des aides régionales et départementales. Donc je crois que sur le bâtiment résidentiel, tout est fait. Oui, là c'est bien en place. En résidence, en tertiaire. Si on copie ce qui est fait, ce qui a été fait sur le résidentiel, je pense qu'il y a une économie d'impôt, une réduction d'impôt pour ceux qui investissent, je sais pas si c'est une bonne idée. Ils l'ont de fait, parce que si ça va en déduction Ça de leurs vient en bénéfices, déduction. donc de leurs résultats. Mais pour les particuliers, il y a, avant, il y avait le CITE qui était plus que la réduction d'impôt. Là, vous parlez de la réduction qui vient par rapport à la déduction sur les bénéfices. Ça vient déduire pour les entreprises. Si jamais, pour les entreprises, en fait, tout ce qu'ils vont investir, effectivement, il y aura une déduction à un moment. Il y aura une déduction, ok. forcément. Il y a réduction si on est bénéficiaire. Parce que si on n'est pas bénéficiaire, il n'y a pas réduction. Et après, si on n'est pas bénéficiaire, ça ne dure jamais très longtemps. Ça ne dure jamais très longtemps, on est d'accord. Mais si on copie le système du particulier, à un moment, il y avait le CITE qui a été transformé en MaPrimeRénov'. Si on le transpose aux sociétés, ce serait plutôt du coup un crédit d'impôt. Donc on reverserait de l'argent aux propriétaires pour avoir fait les travaux. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, sincèrement. Ok. Il y a des pistes aussi sur des variations des amortissements, puisque c'est pareil, sans rentrer trop dans la technique comptable, mais si on change les durées d'amortissement, ça peut être bénéfique pour les entreprises au niveau justement fiscal. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même important. Tout à l'heure, vous parliez de coûts. Si on n'aide pas ces assujettis, est-ce que vraiment ils vont y aller dans la rénovation de leur bâtiment tertiaire? Oui, parce qu'ils y ont quand même un intérêt, et notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. Je vais vous citer quelques ratios assez frappants. Un bâtiment de bureau, il est occupé 30-35% du temps. Quand vous enlevez les week-ends, la nuit, les jours fériés, les fermetures. Et le télétravail. Alors non, le télétravail, c'est un autre sujet. Mais là, je vous parle juste 35%, c'est pas beaucoup. 35%, c'est pas beaucoup. Si vous attaquez les écoles, les bâtiments communaux qui servent d'école, c'est 20% du temps.
c'est catastrophique. Alors, c'est catastrophique en termes d'utilisation de moyens. Et là, justement, il y a aussi un décret qui ne va pas tarder à sortir pour dire qu'il faut justement essayer de mutualiser. C'est ça, un multi-usage du bâtiment, flexibilité. Voilà, que ces bâtiments scolaires et d'éducation puissent être utilisés à d'autres choses quand ils ne sont pas utilisés sur leur mission principale. Mais il faut aussi se dire que rien que par du pilotage, donc là, et c'est des travaux modiques, c'est pas des travaux très chers. Par contre, il faut bien mettre le bon matériel et surtout continuer à bien le régler, l'entretien. Oui, voilà, c'est ça. La maintenance et vraiment, l'entretien. Et maintenance, j'insiste beaucoup, c'est vrai pour les bâtiments existants, c'est vrai pour les bâtiments neufs ou rénovés. Parce que si on ne maintient pas correctement un immeuble, sa performance se dégrade extrêmement vite. Et ça, on a tous, je pense, en tête des expériences de bâtiments tout neufs qui étaient au top de la performance énergétique et qui, un an après, étaient des catastrophes ambulantes. Donc, voilà, c'est important. Donc, pour une commune qui a un petit groupe scolaire, déjà, mettre une bête horloge ou un bax minimum, ils vont gagner énormément. Énormément, vous vous rendez compte, 80% du temps, et ils vont pas chauffer, ils vont pas éclairer, ils vont pas Bax, GTB, gestion voilà, technique du ça, bâtiment, gestion technique, pilotage, régulation, pilotage. Oui. Pascal Housset. Oui, alors sur les groupes scolaires, c'est un sujet important sur lequel on a vraiment un gros focus à la fois sur le côté énergétique. On en a parlé tout à l'heure, mais aussi sur la ventilation. Nous, on a même demandé à ce que, alors je prends un peu ma casquette, l'Association française de ventilation, que je préside depuis 2 ans et demi. On souhaite véritablement qu'il y ait des budgets alloués, notamment pour les groupes scolaires, les établissements scolaires, sur la partie ventilation, qualité d'air intérieur des bâtiments. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a eu des études qui ont été faites, c'est une catastrophe. On a entre le tant thermique, pour le bâtiment que pour les occupants. Oui, parce que là, rappelons quand même, après post-Covid, on a dit il faut ouvrir les fenêtres. Donc une période où l'énergie était terriblement chère et donc on a eu des établissements scolaires qui ont complètement explosé leur facture d'énergie, sans parler ce que ça apportait en plein hiver d'ouvrir les fenêtres sur une classe, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a un état des lieux qui a été fait. On a des décisions qui ont été prises puisqu'il y a des budgets qui vont être alloués spécifiquement pour la rénovation des établissements scolaires. On n'a pas suffisamment parlé justement de la partie ventilation, mais c'est cité en tout cas dans ce programme. Donc c'est un programme qu'on va suivre de près là aussi, où nos entreprises vont pouvoir également s'engager pour apporter des travaux de qualité à la fois sur la partie énergétique et la partie qualité d'air à l'intérieur des bâtiments, parce qu'il a bien été justifié également par des études que des classes où on a des pics de CO2, puis alors on a mis des analyseurs partout de CO2, donc on a vu qu'on montait à plus de 800 ppm, et ça faisait à peine 30 minutes que les élèves étaient en classe. Donc on voit bien que ça affecte aussi l'apprentissage en scolaire. Et c'est vrai dans les bureaux aussi, puisqu'il y a eu les mêmes études qui ont été faites en milieu de travail bureau. Donc il y a des vrais besoins aussi sur la qualité d'air intérieur des bâtiments. Et d'ailleurs, on regrette au niveau du tertiaire, de ce décret tertiaire, que la partie qualité d'air intérieur des bâtiments n'a pas été suffisamment abordée. Encore une fois, on oublie cette partie ventilation. Parce que souvent, et c'était dit tout à l'heure, c'est que souvent la partie ventilation, on la considère comme quelque chose d'énergivore. Alors que si elle est bien pilotée, effectivement, si on a un système, et aujourd'hui on a tous les outils pour le faire. D'ailleurs, on a un groupe de travail au sein de l'UMCP qui travaille avec un partenaire qu'on peut citer depuis 2 ans, qui est le groupe Siemens, avec qui on travaille sur toute une méthode de gestion qui va au plus loin encore que la GTC, la GTB, qui permet même à des communes de piloter complètement leur bâtiment et de suivre véritablement les consommations énergétiques. Et à ce titre, on a des phases expérimentales qu'on est en train de mettre en place, qui a été signée avec les élus, notamment en Seine-et-Marne. Et l'expérimentation, ensuite, va pouvoir être conduite sur d'autres types de bâtiments et d'autres régions, bien évidemment. Mais effectivement, le pilotage, vous avez raison de le souligner, il est important. Le pilotage, la maintenance, parce que souvent, on s'aperçoit que des bâtiments
où finalement les installations sont peu entretenues, quand il y a préconisation de remplacer certains équipements comme des filtres, hein, simplement, ou désembouer les réseaux de chauffage. Ça a été souvent indiqué. Il faut savoir qu'un embouage d'un réseau de chauffage, alors déjà chez un particulier, c'est conséquent, mais sur un bâtiment tertiaire, c'est 15-20% de surconsommation. C'est énorme. Voilà, donc rien que ça déjà... Et une dégradation du confort. Et une dégradation du confort et de la surconsommation. Donc on a des gestes simples, et c'est ça que ça a démontré d'ailleurs. Ce plan sobriété a démontré que, effectivement, avec déjà un thermostat, on règle avec des plages horaires, avec un bon entretien, une maintenance des installations, déjà on gagne en confort, et en plus on améliore la performance et on consomme moins. Voilà. Donc souvent c'est des choses simples, pas forcément ultra coûteuses, et qui permettent de faire en sorte d'être performants. Qui permettent vraiment de faire les premiers pas. J'insiste, et en fait s'engager justement là dans la démarche. On sait bien qu'à un moment ou un autre, il faudra faire des travaux pour aller plus loin. Mais déjà, engageons la démarche avec des gestes simples. Et faisons se rencontrer aussi les différents acteurs. Exactement. Et puissent... mobilisons les occupants, parce qu'on ne fera rien sans eux. Si eux, ils ne sont pas d'accord, ils vont dérégler les installations, ils vont ouvrir les fenêtres quand il ne faut pas. Oui, il y a beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire. Il y a beaucoup de pédagogie et beaucoup de choses à faire aussi de ce côté-là. Franck Annemayer, vous vouliez intervenir? Excusez-moi Anne-Sophie, je réfléchis lentement. Allez-y, je vous en prie, c'est le matin. La question du financement, enfin je voulais raisonner au-delà du financement et puis rebondir aussi sur la question que vous avez posée à madame. Finalement, je me posais la question, quand on est propriétaire de bâtiments, par exemple de bureaux, au-delà des financements, l'intérêt à rénover, est-ce que c'est pas de pouvoir mieux louer plus facilement, avec une meilleure signature d'un locataire, avec un meilleur locataire, parce que il y aura une certification sur le bâtiment, parce qu'on va obtenir une certification sur le bâtiment, ou parce qu'on va prouver qu'il y a une signature énergétique qui est meilleure. Finalement, au-delà du financement, est-ce que la première motivation, c'est pas celle-là, c'est pouvoir mieux louer son bâtiment? Alors si, même si c'est encore pas prépondérant, il ne faut pas non plus Pour l'instant, c'est pas l'objectif premier. C'est important, mais c'est pas prépondérant. Aujourd'hui, dans le tertiaire surtout, justement, alors là, avec le développement du télétravail, un immeuble, sa valeur, et c'est surtout son emplacement. Donc s'il est bien placé, en centre-ville, bien connecté aux moyens de transport public, facile d'accès, de toute façon, celui-là, il va valoir très cher. On va y rajouter de toute façon de la performance énergétique. En plus, on peut se le permettre parce que les loyers vont être élevés. Donc, ces bâtiments-là, ça va être des bâtiments qui vont être de grande valeur pour les propriétaires, très recherchés et très performants, parce que effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir des bâtiments qui surconsomment. Mais pour l'instant, ça reste un peu la cerise sur le gâteau. C'est plutôt la cerise sur le gâteau. Ça aide à la décision, ça fait partie des exigences d'un certain nombre de locataires et de propriétaires, parce qu'ils ont tous des politiques RSE, des rapports RSE qui sont maintenant dans les rapports annuels, etc. Il faut qu'ils montrent leur engagement. Mais malgré tout, ce qui fait la valeur aujourd'hui d'un immeuble, c'est son emplacement et son emplacement. On n'est pas encore au résidentiel individuel ou un DPE, on commence à parler de moins-value sur un DPE F et G ou potentiellement de plus-value. On n'en est pas encore là. Encore une fois, ce qui fait la valeur d'un immeuble, c'est là où il est. Ce sera peut-être la prochaine étape. Vous êtes visionnaire. Par contre, à l'opposé, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a des épaves énergétiques. Et on va en avoir de plus en plus. C'est-à-dire les gens qui ont construit des immeubles, même hyper performants, mais qui sont mal placés, ceux-là, ils ne trouvent pas preneurs. Donc il va falloir un jour savoir ce qu'on en fait. Non, mais ça sera plus des immeubles tertiaires. D'accord. Oui, on va les réhabiliter pour... on les transformera en logement, je ne sais pas quoi, mais en plateforme logistique, mais pas en bureau. Il y a encore d'autres travaux, du coup, un autre chantier. Voilà. Cédric Beaumont, on parlait pilotage, on parlait des embouages. Est-ce qu'on a une idée de ce gain de consommation énergétique qu'on peut faire très rapidement si on fait ces deux, trois petits ajustements? Je dis petits, je les dévalorise énormément parce que ça reste quand même des travaux conséquents. Alors, en fait, on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'on
on parle du tertiaire comme on peut avoir l'impression qu'on parle d'un bloc homogène, mais en fait, entre les différents secteurs, etc. Et effectivement, on peut trouver des situations de départ très variées entre des bâtiments qui sont très bien exploités, très bien entretenus, et d'autres, au contraire, sur lesquels il y a eu un laisser-aller. Et donc, forcément, l'économie qu'on peut obtenir sur ces actions-là est très dépendante de l'état initial, où on en est. Donc, effectivement, cette étape de remise à niveau, c'est comme ça que je l'appelle, parfois, elle peut représenter un gisement très important, représenter une bonne partie du chemin qu'il y a à faire vis-à-vis de l'objectif 2030. Et puis, à l'inverse, d'autres bâtiments, ils seront déjà bien gérés, bien exploités. Et c'est pour ça que on ne peut pas être sur des recettes toutes faites et qu'il y a une première étape qui est d'aller voir le bâtiment, de comprendre comment aujourd'hui il fonctionne, d'aller voir l'état des installations. Donc il y a un audit qui peut s'imposer dans ce genre de cas de figure ? Alors, il faut faire attention avec l'emploi du terme audit parce qu'il renvoie aujourd'hui à des pratiques très cadrées qu'on connaît dans d'autres secteurs. Là, encore une fois, la force du texte décret tertiaire, c'est qu'il n'impose rien en termes de méthodologie, en termes de méthode de calcul. Donc, il n'y a pas de méthode de calcul audit décret tertiaire. Par contre, évidemment, pour faire les bonnes préconisations, il faut aller voir le bâtiment, comprendre comment il fonctionne. Et c'est plutôt le mesurer que le calculer, souvent qui va permettre de comprendre aujourd'hui s'il y a du gisement sur le pilotage, s'il y a du gisement sur l'équilibrage, l'état des installations. Donc nous, quand on arrive sur un bâtiment tertiaire en mission, la première chose qu'on fait, c'est on pose des enregistreurs. Souvent, c'est ça qui va nous permettre de mettre le doigt sur des choses. De trouver le gisement. De trouver le gisement, de le qualifier. Alors, bien sûr, à un moment, on fait des calculs, mais en toute rigueur, ce n'est pas le décret tertiaire qui dit qu'il faut faire tel type de calcul. Voilà. D'accord. Une obligation de résultat finalement. Encore une fois, on retombe sur cette obligation de résultat et finalement les thématiques qui vont être plutôt associées à ça, c'est comment on mesure l'économie notamment. Là, il y a un vrai enjeu au-delà parce qu'on parlait de garantie, quand on parle ou d'engagement de résultat. Un engagement de résultat, c'est la confrontation d'un calcul et d'une mesure. Donc, et c'est vrai que un des sujets aussi qui ressort de manière assez forte avec le décret tertiaire, c'est l'enjeu de la mesure, que ce soit pour individualiser les consommations, les comprendre, les analyser, et puis aussi pouvoir travailler sur ce sujet-là. Donc il y a une responsabilité qui est partagée, tant du côté installateur que du côté occupant, pour arriver à ce que la mesure concorde avec le calcul. Et en fait, on parlait d'embarquer les occupants. Effectivement, le fait de mesurer quelque chose qui leur est propre, c'est une façon qui peut faciliter l'appropriation de ces sujets, au-delà de simplement payer une facture. Là, c'est la facture qui va chez le comptable et personne dans l'entreprise n'entend parler de kilowattheure. C'est un schéma qu'on connaissait assez classiquement. Et là, l'idée, effectivement, c'est que le kilowattheure, ça soit quelque chose qui soit le plus démocratisé possible au sein de l'entité. Et donc, effectivement, ça demande de mesurer, ça demande de partager cette information. C'est une bonne solution pour essayer d'embarquer les différents acteurs. Alors, tout à l'heure, Franck Hanamayer, vous faisiez l'analogie avec le résidentiel. Dans le résidentiel, on sait qu'en ce moment, le gouvernement se bat contre les énergies fossiles, ou du moins essaie de décarboner l'habitat. Comment ça se passe au niveau tertiaire ? Est-ce qu'on est aussi confronté à ce remplacement des énergies fossiles, notamment le gaz ? Je sais que vous êtes sur le sujet pour d'autres raisons, Pascal Housset. Oui, alors le parallèle est un petit peu différent, puisque en tertiaire, mais ça a été dit tout à l'heure par Cédric, on a des typologies de bâtiments très différents. Oui, encore une fois. Il n'en reste pas moins qu'on peut être confronté quand même à des impossibilités également aussi techniques d'implantation, par exemple, de pompes à chaleur dans certains bâtiments qui sont encore sur énergie fossile. Mais bon, il faudra étudier au cas par cas, mais on a un peu moins la difficulté sur le tertiaire. Et en fait, on a déjà bon nombre de bâtiments tertiaires depuis longtemps qui sont déjà équipés avec des systèmes autres que de l'énergie fossile. Donc ça, le virage, je pense, a été pris beaucoup plus tôt dans le domaine tertiaire, et ce qui fait qu'on a des équipements qui sont améliorés en performance, qui sont améliorés en termes de maintenance, on l'a dit. Mais je dirais que le basculement est avec un axe, vraiment un regard différent.
Franck Annemayer. Pour compléter, juste, il faut savoir que dans les C2E, il y a ce qu'on appelle un coup de pouce pour le chauffage des bâtiments tertiaires. Et en fait, quand un bâtiment tertiaire est chauffé au fuel, au charbon ça arrive un peu moins souvent, ou au gaz, et qu'on peut le raccorder à un réseau de chaleur, alors on surbonifie les travaux. Et si c'est pas possible techniquement ou économiquement de raccorder au réseau de chaleur, alors en installant une pompe à chaleur ou en installant une chaufferie biomasse, on peut aussi bénéficier de bonifications. Ou de la géothermie. Ou de géothermie, Thermie, effectivement. Oui. Ce qu'il faut bien avoir en tête là, sur le décret tertiaire, c'est un texte qui parle d'énergie. Finalement, le texte n'évoque quasiment pas le carbone. C'est juste le fait que quand on change d'énergie, on n'a pas le droit de... Voilà, pour l'instant, c'est un... Il y a un petit calcul quand même. Oui, mais ça reste avant tout un texte énergie. Oui, tout à fait. Énergie finale, donc ça c'est un point important. Et également, c'est l'ensemble des énergies. Donc c'est vrai que là, on parle beaucoup de chauffage, etc. Mais il ne faut pas oublier L'ensemble aussi des usages, ouais. voilà, l'ensemble des usages. Il ne faut pas oublier l'électricité. Et c'est vrai Bien que... sûr, éclairage. Voilà. L'informatique. Et Oui. encore une fois, comme on est sur les consommations constatées, partout où vous mettrez en place de la récupération d'énergie, de la production locale d'énergie, qui vont venir effacer une partie de la consommation, de fait, ça sera valorisé. Pas la production locale. Si on est en autoconsommation. Non. Alors là, il y a petit débat interne. Il va falloir qu'on Non, règle parce que ça. le ministère a été très clair là-dessus. Ce qu'ils veulent, c'est une diminution des consommations. Diminution des Et consommations pas énergétiques. du masquage de consommation. D'accord. Donc diminution. c'est très clair. La seule chose qu'on a le droit de déduire, c'est les consommations liées aux installations de recharge des véhicules électriques. Oui, Donc, ça, ce qui c'est veut pas dire que pas de photovoltaïque, etc. Pour d'autres raisons, ça peut être évidemment. intéressant, mais mais pas dans le là-dessus. cas du décret tertiaire, non. Ok, très bien. Avant qu'on passe aux questions en direct que vous êtes nombreux à nous poser, j'ai encore 2-3 questions à vous poser. GTB, pilotage à distance, est-ce que c'est à la portée de tous les installateurs? Est-ce que tous vos adhérents UMG-CCP, aujourd'hui, ils peuvent se lancer dans ce chantier? Alors, on a déjà ce qu'on appelle les modes de régulation des équipements de génie climatique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, voire la plupart des entreprises qui sont passées aussi au mode connecté, ce qui semblait, quels que soient les marchés, de toute façon, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire. Aujourd'hui, ça s'est totalement démocratisé. Et le pilotage à distance, justement, cette notion de mesure est devenue maintenant, enfin, ça se généralise. J'ai pas envie de dire que ça se banalise, parce que c'est pas le cas, et c'est important que ça soit aussi bien mis en œuvre et bien suivi. Mais la réponse est oui, c'est à la portée de nos entreprises, c'est à la portée des artisans aujourd'hui de pouvoir mettre ça en place. D'abord parce que les protocoles se sont beaucoup simplifiés. On a des outils aujourd'hui, ce qu'on appelle nous du plug and play, qui s'est, je dirais, simplifié en termes de mise en place. On est encore avec des points techniques à voir sur la gestion de la data, de la donnée, des équipements de chauffage ou même de clim vis-à-vis des usages de GTB, GTC à distance, mais on va avoir des protocoles ouverts quand même de plus en plus, ou avec on va pas entrer dans le technique, mais en tout cas on a des outils qui vont permettre de faire les choses assez simplement et de manière efficace, avec un suivi de la mesure, parce que pour avoir de la performance et le suivi de la performance, il faut de la mesure. Que ce soit pour le thermique ou que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, pour la qualité d'air, il faut de la mesure. Et ça va passer par ça. Donc on va embarquer davantage d'appareils de mesure, mais ces appareils de mesure, il faut aussi les vérifier. Il faut s'assurer que eux-mêmes nous donnent des données qui soient réalistes, réelles et mesurées pour le coup. Donc il y aura là aussi un suivi à faire de ces équipements. Mais ça passe par de la pédagogie, pédagogie des utilisateurs des bâtiments. Il faut véritablement, c'est aussi bien vrai, c'est vrai dans le résidentiel, mais c'est vrai dans le tertiaire. Il faut que les utilisateurs, les usagers de ces systèmes-là, on leur explique, on les embarque et qu'on les responsabilise dessus. Un exemple tout simple, dans les groupes scolaires, pour l'avoir fait, on a mis des tableaux d'affichage
où on voit les consommations des systèmes photovoltaïques qui produisent de l'énergie et les systèmes de consommation. Donc c'est aussi former les jeunes, les sensibiliser à ce que c'est, le kilowattheure, c'est quoi la consommation, c'est ce que vous disiez tout à poser l'heure. des questions, et c'est tout jeune qu'on pourra leur, pour comprendre, démocratiser ce que c'est que l'énergie finalement. Peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose, Magali Saint-Donat? Oui, la mesure est indispensable, c'est clair. Mhm. Par contre, il faut aussi ne pas se laisser happer par la C'est ce que j'allais vous facilité dire. qu'on a à avoir de la mesure aujourd'hui. On a tendance à vouloir mettre des capteurs partout, des smart bidules partout. Et les smart bidules, ça consomme beaucoup d'énergie in fine, beaucoup de temps de calcul. En fait, il faut essayer de réfléchir à la donnée vraiment utile. Et pas se dire, plus j'en aurai, plus je... Ok, ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de données, mais c'est rarement le cas qu'on ait besoin d'autant de données que ce qu'on a disponible. Donc il faut penser aussi sobriété informatique. Numérique. C'est un peu la même réflexion sur la GTB. Aujourd'hui, Oui. d'un point de vue matériel, on saurait tout faire. Et du coup, il y a vraiment un enjeu que sur un cas donné, de choisir le bon matériel, la bonne définition des points et des usages pour pas surdimensionner. Et puis aussi pour s'assurer qu'on ne va pas vers une surcomplexité qui ferait qu'au final, l'opérateur chargé de se servir de ça, il est perdu face à cet outil. Donc il y a vraiment une notion importante de bien calibrer et de bien choisir ces outils-là. Oui. Oui, On parlait... un ou deux bons indicateurs et pas 10, un peu comme vous disiez, pour pas surcharger. Ça, c'est une data bien précise et surtout efficace et qui sert à quelque chose. Juste compléter, tout à l'heure on a parlé d'audit. Oui. Le meilleur audit que je connaisse sur un immeuble déjà de but en blanc, c'est de prendre la courbe de charge. Donc on voit la courbe de charge et là on se dit, ah oui, si elle est toute plate, c'est bizarre, il n'y a pas de pilotage. Si elle commence à avoir des creux et des bosses, on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, Ouais. Déjà ça. Et ça, c'est un truc que... Et ça n'est pas récurrent dans les pratiques de regarder cette courbe de charge? Souvent, justement, le miroir aux alouettes beaucoup de data disponible, etc., fait oublier les basiques, quoi. Ce que vous avez déjà en votre possession et qui peut déjà vous servir. Merci beaucoup à tous les quatre. On continue, bien évidemment, notre débat avec les questions de nos internautes. Oui. Et on est avec Nicolas Vincent, ingénieur de l'UMG CCP. Vous nous avez sélectionné quelques questions pour nos intervenants, pour nos invités aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a eu pas mal de questions et de réactions. Certaines concernent essentiellement la réglementation. Effectivement, Cédric évoquait tout à l'heure le fait qu'il fallait soit réduire la consommation par rapport à une référence, donc on parle de performance relative, mais on peut aussi atteindre une valeur cible en valeur absolue. Certains auditeurs se posent la question de la façon dont on calcule le seuil en valeur absolue. 307 pages. 307 pages du décret tertiaire, on s'y met tout de suite. Non, Cédric Beaumont, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? En fait, la réponse est à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire qu'effectivement, par secteur et sous-secteur, et par zone géographique, on va avoir des valeurs cibles. Simplement, aujourd'hui, il y a encore des trous de la raquette. Dans la raquette, on a régulièrement des textes qui viennent compléter ça. Donc, pour les secteurs qui sont sortis, il faut trouver la bonne case qui correspond. Mais malheureusement, pour un certain nombre de secteurs, il faut encore atteindre. Je pense qu'il ne faut pas paniquer. Operat sera bientôt, j'espère, capable de faire tous les calculs. Et c'est quand bientôt? Est-ce qu'on a une idée? Je pense que ce sera 2025. D'accord, donc il faut être un petit peu patient. Voilà. Il faut s'engager dans la démarche, il faut remplir Operat. Il faut suivre un peu l'actualité, mais calculer chacun sa cible, je pense que pour certains acteurs, ça sera effroyablement compliqué. Je peux vous citer un exemple qui, moi, me frappe, c'est qu'un principal de collège qui n'est pas forcément appuyé sur un service technique très important, pléthorique, il va falloir qu'il distingue chaque type de classe qu'il a. Donc une classe de techno, c'est pas la même chose qu'une classe d'enseignement général. La bibliothèque, c'est autrement. La cantine, c'est un autre ratio. Le gymnase, c'en est un autre. Si jamais il a un parking, c'est pareil, c'est autre chose. Parking couvert. Donc je pense que c'est illusoire de penser que cette personne-là va pouvoir faire le calcul. Mais Operat fera le calcul. Donc je propose que
on panique pas. Et juste pour essayer de savoir ce que c'est cette valeur, est-ce qu'on peut dire que c'est la valeur de la consommation d'un bâtiment neuf équivalent? Ou ça n'a rien à voir avec ça? J'ai cru comprendre que c'était ça, mais je ne suis pas très sûr. C'est ce qui est ciblé, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, ils se sont fixés une limite. Alors, j'ai le ratio en tête pour un immeuble de bureau. Ça va tourner autour de 120 kWh en 2030, sachant que il y a beaucoup de modulations possibles. Je ne veux pas rentrer, le texte est très compliqué. Donc vous avez des valeurs cibles, mais vous pouvez les moduler. Ouais. Par exemple, si je dis oui, mais moi mon école, je reprends toujours mon école, elle est ouverte pendant les vacances parce que Centre de je loisirs, fais centre de loisirs ou centre de perfectionnement, je sais pas quoi, etc. Et puis moi je l'ouvre de 18h, de 8h du matin à 18h, pas de 9h à 16h. Donc tout ça on peut moduler, donc ça rend le calcul très compliqué. D'accord. Et puis encore une fois, on a souvent en tête les ordres de grandeur issus de la RT ou de la RE. Et encore une fois, on n'est ni en énergie primaire, ni sur le même périmètre, etc. Donc les ratios qu'on avait habituellement ne se transcrivent pas directement. Okay. Oui, RT, RE, les réglementations pour les bâtiments neufs, les constructions neuves. Sur une autre logique. J'aurais essayé. Nicolas, est-ce qu'on a d'autres questions que vous avez notées pour nous? Toujours sur cette obligation de performance énergétique, la possibilité est laissée soit aller chercher une performance relative, soit une performance en valeur absolue. Beaucoup se posent la question dans quel cas il serait préférable d'aller chercher une performance relative plutôt qu'une performance en valeur absolue, ou vice-versa, c'est-à-dire dans quel cas il serait préférable d'aller chercher une cible en valeur absolue plutôt qu'une cible de performance énergétique. Cédric Beaumont, est-ce que vous pouvez peut-être aiguiller nos internautes? En fait, le premier travail, c'est effectivement de faire le bilan de sa consommation de référence, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc ça, déjà, c'est déjà, dans un certain nombre de cas, un premier pas, aller rechercher les plans, avoir le bon historique de consommation. Une fois qu'on a cette valeur de référence, on calcule le moins 40% de 2030, ça nous donne une valeur. Soit aujourd'hui, on connaît le seuil de valeur absolue et on le compare et on prend le maximum des deux. Soit on ne l'a pas connu et soit il n'est pas encore connu. Et le moins 40% est quand même un bon indicateur de cette orientation qu'il va falloir viser. Donc, ça ne change rien aux démarches engagées de toute façon. Savoir d'où on part, c'est de toute façon le premier pas. Et ça ne change rien au reste de la méthodologie. On a quand même l'impression que ça crée le trouble auprès des assujettis ou même des professionnels sur le terrain. Valeur absolue, valeur relative, voilà, c'est pas forcément Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, je dirais que l'assujetti a comme principale obligation de correctement déclarer ses consommations. Oui, première étape. Effectivement, la plateforme lui fera le retour de est-ce que vous êtes sur le bon chemin, entre guillemets, est-ce que vous en êtes encore loin, est-ce que vous dérivez, etc. Donc voilà, l'important c'est déjà d'avoir une bonne visibilité de son assujettissement, de ses surfaces, de ses activités, de ses consommations. Oui, c'est ça. La base, c'est l'année de référence, oui. Je voudrais compléter. Donc effectivement, il faut savoir d'où on part. Mais il y a quand même des grandes tendances. Si on est sur un immeuble assez ancien, on est en 2023, bientôt 2024, on ne va pas avoir le temps de faire tous les travaux, on va pouvoir mobiliser tout un tas de choses. Pour un immeuble ancien, je ne pense pas qu'on arrivera aux valeurs absolues. Soyons clairs. Donc, il faut prendre la valeur relative. Pour un immeuble récent, par contre, faire moins 40%, là, c'est totalement illusoire aussi. Donc là, il faut prendre la valeur absolue. Et en général, on n'en est pas non plus très, très loin. Et en utilisant un immeuble récent au mieux de ses capacités, bien réglé, bien maintenu, en général, on y arrive. Valeur absolue en fonction des textes qui sont disponibles. On a une idée de quand les derniers éléments seront publiés? Les 2 derniers arrêtés modificatifs devraient être publiés cette année, mais j'utilise bien le conditionnel. Le devrait. Parce que l'an dernier, on a attendu longtemps l'arrêté modificatif qui vient d'être publié. Ok, ouais, donc peut-être à la fin de l'année, mais on n'est pas sûr. Ouais. Okay. Alors, la majorité des grands secteurs sont quand même couverts. Il reste, à ma connaissance, encore l'hôtellerie
qui n'est pas couverte. Et j'ai des trous. Et bon, normalement, Restauration peut-être, non restauration, oui. Mais les commerces sont couverts, les bureaux sont couverts, l'enseignement est couvert. D'accord. Donc il Les y a data déjà centers sont beaucoup couverts. d'informations. Ouais. Il y a beaucoup Ok. de... Ouais. Par contre, au niveau du parc assujetti, il y a aussi encore, normalement, la déclaration initiale, l'échéance, elle est derrière nous. Mais Oui, on c'était sait- décembre 2022, je crois. On sait qu'il y a qu'elle était- encore une part importante qui n'a pas été déclarée. Donc là aussi, tous les acteurs de l'énergie qui sont en relation avec des assujettis potentiels, ils ont ce message à apporter. Mhm. Vous savez que, comme on lui disait tout à l'heure, vous louez peut-être qu'une toute petite surface, mais l'ensemble dans lequel vous êtes est assujetti et du coup, vous êtes concerné par ce texte. On n'a pas fini là de faire de la pédagogie. Donc de toute façon, c'est clair qu'on est encore dans la phase de... Il faut mettre le premier pied dedans et se lancer dans la démarche. Ouais. Et les entreprises et les acteurs de l'énergie ont ce rôle de devoir de conseil et d'information auprès de tous ceux qui n'auraient pas encore identifié le fait qu'ils sont concernés par ce Oui, c'est ça, propriétaire ou locataire occupant, allez faire un tour sur Opérate. Peut-être que vous avez 2-3 informations à donner. Oui. Oui, et on n'en a pas parlé, mais je crois qu'il y a des pénalités même d'une... Vous devancez ma Après, question, il faut- Franck. Je vais faire journaliste. Allez-y, je vous en prie. Mais oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas ce fameux décret? Pour tout dire, pas grand-chose. Ah, ah. Alors, pour les petits acteurs, j'aurais même tendance à dire vraiment pas grand-chose. Les pénalités financières sont très faibles, de l'ordre de quelques milliers d'euros par immeuble. 500, je crois. Ouais, c'est franchement pas grand-chose. Donc, qui est augmenté si c'est une personnalité morale, mais c'est pas là. Là où ça peut faire mal, c'est pour les entreprises cotées, les Mhm. grands groupes qui, eux, se sont tous mobilisés, hein, soyons clairs. Forcément. Opéra, pour la plupart de ces grands groupes, c'est super clean. Parce que la menace, c'est le name and shame. Mhm. Donc, une entreprise qui veut paraître engagée dans la RSE, et ça, aujourd'hui, c'est incontournable. Je disais pour les immeubles, c'est d'abord qu'ils soient bien placés, mais pour les entreprises, il faut toutes qu'elles soient absolument Clean. irréprochables d'un point de vue RSE. Elles font des reportings dans leur rapport annuel, etc., leur rapport intégré. Donc, elles ne peuvent pas se permettre un name and shame. Donc, et c'est là qu'est la grosse pénalité. Mhm. Et donc, du coup, les difficultés de certains grands groupes qui ont des multitudes de petits locataires et qui ont du mal à... Oui, oui, à les à mobiliser faire sur le à sujet, mobiliser. bien sûr. Mais ça sûr. peut être un des leviers intéressants. Mm. Alors, pas pour tout le petit tertiaire qui a tendance à passer dans les trous de la raquette, mais au moins pour une partie, on peut les récupérer comme ça. Nicolas, est-ce que vous avez une autre question? Peut-être une dernière question? Une dernière, parce Allez. qu'il y en a plusieurs. hein. Bon, bah alors allez-y. Donnez-nous allez, 2 questions. Je veux bien, Deux questions. accorder 2 questions. On va aller sur les C2E. Ouais. Il était évoqué tout à l'heure, effectivement, la faible mobilisation des C2E dans le tertiaire. Donc, des réactions. Il y a pas mal de réactions sur le fait de mobiliser, comment on pourrait mobiliser les collectivités et embarquer les entreprises TPE, PME, ETI sur les C2E. Par ailleurs, il y a une question aussi qui ressurgit. Est-ce qu'il faut être RGE pour faire du tertiaire avec des C2E? Et enfin, quelle est la durée d'application sur les C2E? D'accord. Franck, ça c'est tout pour vous, je pense. Je prends la deuxième en première position. C'est facile, il ne faut pas être RGE. Faut pas être RGE. Déjà, ça c'est une bonne Voilà, faut pas être information. RGE. Le RGE, c'est vraiment pour les particuliers, en relation de professionnel à professionnel. Ce qui est le cas dans le tertiaire, il ne faut pas être RGE. Après, pour la première question, la fin des C2E, non, ce n'est pas la fin des C2E. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Magali, c'est quand il y a des choses qui deviennent obligatoires, qui deviennent réglementaires, alors, comme les C2E, ça doit aller au-delà de la réglementation. Du coup, ce qui peut arriver, c'est que la fiche disparaît. Mais sinon, Non. ma remarque initiale, c'était le tertiaire, c'est un peu le parent pauvre des C2E, parce que c'est 17% de la consommation nationale, et malheureusement, on finance que 7,7%, enfin, il n'y a que 7,7% des C2E qui vont vers le tertiaire, donc on pourrait rattraper ce retard, mais pas de fin des C2E sur le tertiaire. Et la troisième, Nicolas, c'est ou Vincent, pardon, la troisième. C'était plus par rapport aux entreprises, justement. Comment Ça a marqué. Donc ça, je peux vas-y. répondre sur ce point-là. Donc, comme j'avais indiqué tout à l'heure, nous, on a une grosse mobilisation qu'on a commencé dès l'année dernière, dès
22 sur le fait de pouvoir rendre accessible justement ces C2E pour nos entreprises, TPE, PME, sur les marchés locaux qui peuvent aborder de rénovation également tertiaire. Donc ça, c'est un travail qu'on fait d'ailleurs en collaboration avec Sonergia, de façon à faciliter cet accès. Et je pense que là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Comme là, on va avoir une demande accrue de travaux de rénovation sur le marché tertiaire. Donc, il faut que dans la caisse à outils, il y ait le C2E dans les propositions de remplacement d'équipements. Oui, puis il y a aussi ce qu'on appelle l'État exemplaire. C'est que donc l'État se force à faire des rénovations énergétiques sur ses bâtiments, et puis sur les bâtiments qui appartiennent aux collectivités territoriales. Nous, à Marseille, il y a un grand plan de rénovation des écoles. Il y a ça aussi pour mobiliser. Ouais. Oui, et je crois qu'il y a un plan qui est annoncé, 10 000 établissements scolaires qui doivent être rénovés d'ici 2027. Donc effectivement, l'État essaye de montrer l'exemple. Après, il faut voir s'il arrive à embarquer tout le monde. Nicolas, allez, encore une question. Apparemment, vous êtes présent et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la rénovation du tertiaire, donc on y va. Charchin souhaiterait l'avis des participants sur la place du gaz naturel, biogaz, hydrogène dans la décarbonation du parc tertiaire. Est-ce que c'est un sujet d'actualité Oui, bien sûr, comme tout le monde sait, aujourd'hui le sujet du gaz fait débat. Alors, on sait qu'il faut décarboner les bâtiments, on sait qu'à terme, le gaz fossile va être exclu. Ça, c'est, de toute façon, c'est une évidence. Mais, dans le neuf. Alors, dans le neuf, mais dans l'existant. Par contre, je parle bien du gaz fossile. Par contre, on a quand même cette capacité en France à produire du gaz vert, le biométhane. Il y a aussi la part d'hydrogène. Par contre, ce qui est... alors aujourd'hui... le législateur, les pouvoirs publics encouragent le déploiement de la méthanisation, c'est un fait, mais c'est le fléchage qui pose souci. C'est qu'aujourd'hui, la méthanisation n'est pas suffisamment fléchée vers les bâtiments, qu'ils soient d'habitation ou tertiaires, et plus vers la mobilité. Il en est de même d'ailleurs pour l'hydrogène. On a exactement le même sujet avec l'hydrogène. Donc... c'est des sujets qui font débat actuellement. On travaille dessus et l'UMJCP a sa part aussi de travail sur ces sujets énergétiques, bien évidemment, au travers de la FFB. Mais il va falloir qu'il y ait des décisions qui soient prises parce que ça oriente énormément aussi toute l'activité de nos adhérents. Rappelons quand même qu'on a plus de 15 000 PG sur le territoire national, professionnels gaz, qui agissent aussi bien sur le résidentiel mais aussi sur le tertiaire. Donc il va falloir qu'on puisse penser aussi aux travaux qui sont menés par ces entreprises-là, leur activité et la pérennité aussi de leur activité, bien évidemment, dans le temps. Donc c'est un vrai sujet. Alors après, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Cédric. Là, il est plus question d'émissions et de carbone et pas d'énergie. En tout cas, de réduction de consommation d'énergie. Il n'empêche, on n'en a pas parlé, l'hybridation dans le tertiaire. Est-ce que c'est un axe qui a voie à se développer ? Oui, alors c'est des discussions que l'on porte également avec la DGEC, entre autres, et puis avec les ministères, parce qu'on considère qu'on pourrait... à la fois décarboner rapidement et à la fois, bien évidemment, faire des économies d'énergie substantielles en hybridant des installations qui sont relativement récentes. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret, vous avez un groupe scolaire justement qu'on va rénover, on s'aperçoit qu'ils avaient fait déjà une première marche, c'est-à-dire qu'ils ont fait la rénovation de la chaufferie. On a une belle chaufferie toute neuve, gaz, condensation, qui fonctionne parfaitement bien. On apporte derrière une maille supplémentaire avec de la régulation performante, GTC, GTB. Et puis, on veut aller un peu plus loin. Et dans ce cas-là, on peut hybrider le système avec une pompe à chaleur qui viendra en hybridation de la chaufferie. Et si en plus de ça, on améliore la performance, l'enveloppe du bâtiment, ça veut dire qu'on va beaucoup moins utiliser l'énergie fossile. On va avoir un système de chauffage performant qui, pourquoi pas, permettra de faire un peu de rafraîchissement l'été s'il y en a besoin, parce que ça, je pense, ça sera un autre sujet, un autre débat, mais il faudra le mettre sur la table à un moment donné. Et puis, cette solution-là, elle fonctionne bien en Allemagne, ils le font aux Pays-Bas, ça fonctionne parfaitement bien. On est capable de le faire parce qu'on a déjà fait ce type d'installation sur notre territoire, mais c'est comment on le valorise,
comment on peut apporter éventuellement du C2E sans aller démonter toute l'installation existante. Et puis, en termes environnementaux, on en parle aujourd'hui, et c'est vrai même dans le résidentiel, d'environnement, de pérennité, de la durée de vie du matériel, de la réparabilité du matériel. Comment aller mettre à la casse, somme toute, un nombre de machines incroyables, alors que c'est en parfait état de fonctionnement, là où ça a été entretenu. Et puis rappelons quand même la durée de vie d'une chaudière, hein, c'est 20 ans et plus. Et fabriqué en France pour la plupart et en Europe. Dernière question, pour que les internautes qui nous regardent s'embarquent dans ce beau chantier de la rénovation du parc tertiaire. Voilà, je suis assujetti, je suis maître d'ouvrage ou je suis installateur professionnel. Qu'est-ce que je fais là si j'ai envie de faire partie de cette grande aventure? Je me tourne vers le caustique, je me retourne vers l'UMGCCP, l'ADI pour avoir les clés pour répondre à tous ces enjeux. Cédric Beaumont, est-ce qu'au sein du caustique, vous permettez d'accompagner les professionnels? Alors oui, un professionnel qui souhaiterait accompagner son client et qui soit pour des questions de moyens, soit parce que ça aborde des sujets sur lesquels il souhaiterait être accompagné. Effectivement, c'est la mission du caustique d'accompagner les entreprises dans le développement de leur marché. Pour les assujettis, faut s'engager dans la démarche. Ça commence par les aspects de déclaration. L'opérate, on en revient. Et puis assez vite, regarder concrètement comment aujourd'hui vit le bâtiment, comment il est utilisé. C'est souvent une première étape d'état des lieux. Et, la fameuse courbe de charge. Voilà, exactement. Et à partir de là, souvent, ça éclaire déjà beaucoup le débat. Si possible, essayer d'embarquer tous les acteurs concernés, notamment les occupants. Et puis, on est parti pour un long chemin. Donc, de toute façon, l'important, c'est surtout de mettre le pied dedans. Et puis après, les questions vont venir d'elles-mêmes. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette première émission de l'ordre de l'UMGCCP. Merci à vous d'avoir été si nombreux et si présents pour ces questions. On tâchera d'y répondre dans un second temps avec tous nos intervenants et puis l'équipe de l'UMGCCP. Évidemment, cette émission est à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'Union. Et puis, on se donne rendez-vous en septembre pour un deuxième débat, une deuxième émission autour de la qualité de l'air intérieur. À très bientôt. Bonne journée.